Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Monseigneur Isidore de Souza encore dans les mémoires. 20 ans après son décès, il est toujours cité en exemple des témoignages dans ce journal. L'atteinte de l'objectif zéro faim dans le monde passe par l'accès des femmes à la terre. Des acteurs de la société civile béninoise y travaillent. Au Sénégal, les acteurs de la chaîne de valeur lait et énergie solaire évaluent les réalisations de la phase pilote. C'était au cours d'une réunion du comité régional du programme. Merci de votre fidélité, Monseigneur Isidore de Souza, la cheville ouvrière du retour du Bénin à la démocratie en 1990. Les qualités que le prélat artisan de la paix et de réconciliation a incarnées pendant la conférence des forces vives de la nation inspirent encore des témoignages. Des prêtres fidèles chrétiens et acteurs de la société civile parlent de l'homme et invitent la jeunesse à prendre Isidore de Souza comme l'exemple d'un citoyen modèle. Les précisions avec Patrick Adjabojou dans ce reportage. Monseigneur Isidore de Souza, une fierté nationale. Cet artisan de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 reste l'un des bâtisseurs de la paix. Et je prends appui sur une déclaration qui, pour moi, n'est pas que mot de condoléances du président Mathieu Kérékou, lui aussi paix à son âme, quand Monseigneur de Souza est décédé et qu'il a rempli le livre d'or à l'archevêché. Et le jour de ses obsèques également, il a bien déclaré que Monseigneur de Souza est un père de la démocratie béninoise. Père de la démocratie béninoise, le prélat Isidore de Souza a incarné le consensus. Ses qualités inspirent témoignage. Il avait un grand sens de concertation de ceux qui étaient avec lui. Et cette concertation ne se faisait pas seulement avec ceux qui étaient avec lui, avec d'autres camps qui étaient autour de la table ou à la conférence nationale. C'est un homme d'engagement, un homme de foi et en même temps un homme de spiritualité. Et c'est un exemple que nous devons pouvoir intégrer dans nos comportements de tous les jours, nous qui souhaitons impacter la société. Impacter la société à travers des actions qui prônent la solidarité et le bien-être de tous. Monseigneur Isidore de Souza a été un philanthrope, symbole d'engagement humanitaire. L'hôpital Saint-Luc de Cotonou, c'était lui qui en avait eu l'idée et qui a tout fait pour que ce projet devienne une réalité. L'hôpital de Sochanhui, le centre Seyon, etc., etc. Donc, il a vraiment cherché à impacter la société de par sa foi. 20 ans après son décès, Isidore de Souza est toujours cité en exemple. Un exemple qui doit faire école. Je l'annonçais dans les titres, selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, des menaces planent sur l'atteinte de l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. Des acteurs de la société civile béninoise se mobilisent pour rendre cela possible. Pour eux, la réponse réside dans l'accès des femmes à la terre. Les détails avec Ulvaeus Balogun. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Pain zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers, ceux qui n'ont pas la terre pour produire, aient les moyens financiers pour l'acquérir, pour acquérir la nourriture.
la disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de faim zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution. D'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Hors du Bénin, au Nigeria, les problèmes de liquidité menacent la durabilité du secteur électrique, selon la Commission nigériane de régulation de l'énergie. Ces problèmes de liquidité rencontrés par les acteurs du secteur sont partiellement dus aux tarifs électriques qui ne reflètent pas le coût de production de l'énergie, aux pertes techniques et commerciales élevées et exacerbées par les vols d'électricité. Une des initiatives majeures pour améliorer la collecte des revenus par le secteur électrique est de fournir des compteurs prépayés aux utilisateurs finaux. À cette fin, la Commission continue à suivre ce processus de distribution de compteurs prépayés mené par les distributeurs. La Commission a également annoncé la finalisation en cours d'un cadre légal qui va permettre une distribution plus équitable et plus juste des revenus du marché afin de redresser la situation financière délicate du secteur. Les États-Unis ont mis en place des mesures restrictives sur la délivrance de visas au Ghana. D'après un communiqué du département de la sécurité intérieure, cette mesure serait consécutive à un refus du pays d'Afrique de l'Ouest d'accueillir les ressortissants ghanéens renvoyés par les États-Unis. Alors que le pays de l'oncle Sam a adopté une position de plus en plus isolationniste en matière d'immigration, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a également enjoint les autorités à appliquer des restrictions de visa à certaines catégories de demandeurs de visa. Sans une réponse appropriée du Ghana, le champ d'application de ces sanctions pourrait être étendu à une population plus large, a également indiqué le communiqué relayé par Reuters. 4e réunion du comité régional d'orientation du programme chaîne de valeur lait et énergie solaire. Les acteurs évaluent les réalisations de la phase pilote au Sénégal et en Mauritanie. Des résultats satisfaisants sont enregistrés au niveau des plateformes Progrès Lait. Les familles d'éleveurs arrivent à vendre une valeur de 40 000 par mois en produits laitiers. Reportage. Sous une lampadaire, un élève du village de Djamanouta dans la commune de Koulintou à Kolda étudie, laissant de côté la vieille habitude des lampes à pétrole.
Cela a été rendu possible grâce à la phase pilote du programme régional chaîne de valeur lait et énergie solaire. Progrès Lait a réussi à installer 2 grandes plateformes de 20 kW pour raccorder les ménages des bassins laitiers ciblés. Au point de vue infrastructure énergétique, une grande plateforme au niveau de Kolda, dans le Médina Yoro Fula et dans le village de Nyamanuta, dans la commune de Koulinto. Et au niveau du nord du Sénégal, c'est à Tatki, dans la commune de Fanaï et dans le département de Podor. Du point de vue de l'ingénierie sociale, quand on parle de marché de lait, c'est d'abord la qualité. Et c'est pour cela que le projet a mis un accent particulier sur la formation, notamment en matière d'hygiène et de qualité. Ces 2 plateformes ont chacune une capacité de conservation de 1000 litres de lait. Dans le programme, près de 300 éleveurs ont pu bénéficier de formations dans les différentes zones d'intervention du projet. Pour une année d'exploitation de la plateforme de Nyamanuta, on est aujourd'hui à quelques 150 000 litres l'année, ce qui génère pour les communautés quelque chose comme 45 millions de francs CFA. Et du point de vue de la répartition entre les éleveurs, on est à une moyenne de plus de 40 000 francs CFA par éleveur pour des gens qui n'avaient malheureusement pas l'habitude de commercialiser le lait. Cette 4e réunion du comité régional d'orientation du programme lait permet un cadre d'échange entre différents acteurs de la chaîne de valeur lait et énergie solaire des 2 pays. La résilience et la sécurité alimentaire aussi sont, à mon avis, des objectifs, même s'ils ne sont pas déclarés officiellement de Progrès Lait, mais Progrès Lait aussi va donner certainement des résultats dans le domaine de la résilience et de la sécurité alimentaire. Tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de la sécurité publique des citoyens, le Progrès Lait ouvre l'accès à l'énergie à des communautés qui en avaient vraiment besoin et donc joue un rôle essentiel au niveau des bassins laitiers de nos 2 pays. À terme, Progrès Lait devrait permettre la mise en place de 10 grandes laiteries solaires et 45 mini-plateformes d'une capacité de 300 à 400 litres. Fin de ce journal, très bonne suite de nos programmes.